Bonjour à tous, bienvenue dans cette session virtuelle du 114e Congrès français d'urologie. Nous allons traiter avec Pierre Gimel de la place des TKI en première ligne du cancer du rein métastatique et je vais défendre la position qu'il n'y a plus aucune place pour les TKI aujourd'hui. Alors, la question, la question que se posent les patients, c'est qu'est-ce qu'ils vont attendre d'un traitement du cancer du rein métastatique. Alors, quand on y réfléchit, les patients attendent, bien sûr, espèrent une guérison, espèrent une augmentation de leur survie, espèrent que le traitement a une tolérance acceptable, et puis ils espèrent aussi que ce médicament va pouvoir améliorer leur qualité de vie. On a beaucoup utilisé les TKI. Et qu'est-ce qu'on retient de leur utilisation en première ligne? Est-ce qu'on peut espérer une guérison pour nos patients? A priori, non. Les études, ou de façon exceptionnelle, les études montrent qu'il y a 0 à 1% de rémission complète sous ce type de traitement. Est-ce qu'il y a une augmentation de la survie? Eh bien non, il n'y a jamais eu d'augmentation de la survie globale démontrée sous TKI en première ligne. Est-ce que ces traitements ont une tolérance acceptable? Pas vraiment. Près de 1 patient sur 2 arrête le traitement à un moment parce qu'il ne le supporte plus et près de 1 patient sur 4 l'arrête définitivement car le traitement est mal toléré. Et est-ce que ces TKI en première ligne augmentent la qualité de vie des patients? Eh bien, probablement pas. Ces TKI dégradent la qualité de vie des patients et donc on ne peut pas non plus retenir cet argument pour le TKI en première ligne. Alors, vous voyez, ici, c'est une représentation graphique des résultats d'études comparses. L'étude comparse est une étude qui a comparé le pazopanib et le sunitinib en première ligne chez les patients atteints d'un cancer du rein métastatique. Vous voyez, en vert, c'est le temps qu'il y a avant progression ou récidive. Donc, vous voyez que la récidive et la progression surviennent finalement assez rapidement. Mais ce qui est intéressant, c'est la partie rouge, qui est le temps de vie sans symptômes lié à la maladie ou lié à la toxicité du traitement. Et vous voyez bien que ces deux traitements, aussi bien le pazopanib que le sunitinib, eh bien, n'offrent pas vraiment une amélioration de la qualité de vie, mais au contraire, on voit une progression, une dégradation dans le temps de la qualité de vie des patients et une dégradation qu'on peut considérer comme relativement rapide. Donc, vous l'aurez compris, les TKI, même s'ils ont permis d'augmenter la survie sans progression de mon patient, ne sont probablement pas les traitements que l'on espérait dans le cancer du rein métastatique. Et aujourd'hui, on va proposer à nos patients une immunothérapie. Alors, on ne parle plus de l'interféron et de l'interleukine 2, mais on va proposer deux types d'immunothérapie, soit des immunothérapies qui bloquent le signal entre la cellule T et la cellule dendritique, c'est les anti-CTLA4, soit des immunothérapies qui bloquent le signal de mort entre la cellule T et la cellule cancéreuse, c'est les anti-PD1 ou les anti-PDL1. Alors, voici les différentes immunothérapies utilisées dans le cancer du rein, anti-PD1, anti-PDL1 ou anti-CTLA4. Je vous ai mis en rouge les plus utilisés, le nivolumab, le pembrolizumab ou l'anti-CTLA4, l'ipilimumab. Pour bien vous montrer la révolution thérapeutique que sont ces immunothérapies, j'ai souhaité vous illustrer un cas de patient qui a eu 3 lignes de TKI pour un cancer du rein métastatique. Vous voyez, ce patient a une volumineuse métastase pulmonaire. Ce patient a eu du sunitinib, sorafenib, puis de l'axitinib. C'est un patient qui avait une dégradation majeure de son état général. Et en 4e ligne, on lui a proposé du nivolumab. Après 3 mois, il a eu une amélioration franche de son état général. Et à 9 mois, il y avait une disparition complète de la métastase. Et vous voyez que ce patient, à 36 mois de la mise en place du traitement par nivolumab, a une disparition complète de cette volumineuse métastase pulmonaire. Donc, ce cas clinique, pour vous illustrer l'intérêt de l'immunothérapie probablement en première ligne, c'est des résultats que nous n'avions jamais obtenus jusqu'à présent avec les TKI seuls. L'étude qui a bien démontré l'intérêt de la double immunothérapie en première ligne, c'est l'étude CheckMate 214 qui a comparé 2 groupes de patients, un groupe de patients traités par nivolumab plus ipilimumab versus un groupe de patients traités par sunitinib à la dose de 50 mg par jour. C'est des patients atteints d'un cancer du rein métastatique, un cancer du rein à cellules claires.
Et classiquement, le traitement était poursuivi jusqu'à progression ou survenue d'une toxicité inacceptable. Alors, les résultats ont été présentés en 2018, actualisés en 2019 et actualisés encore en 2020. Et vous voyez ici les courbes de survie. Là, on ne parle pas de survie sans progression, mais bien de survie globale pour les patients du groupe intermédiaire et du groupe de mauvais pronostic. Vous voyez que pour les patients du groupe niveau IPI, la survie globale est de 47 mois et elle est de 26 mois pour le groupe sunitinib, une différence très significative en faveur de la double immunothérapie. Quand on regarde le taux de réponse, le taux de réponse est de 42%. Ça associe 10% de réponse complète sous niveau IPI, c'est-à-dire 10% de disparition complète de la maladie et 32% de réponse partielle, alors que le taux de réponse objective n'est que de 26% dans le groupe sunitinib, avec, vous voyez, que 1% de patients qui ont une réponse complète. Ce qui est intéressant également de souligner, c'est la durée médiane avant réponse. Vous voyez que la double immunothérapie permet une réponse plus rapide au bout de 2,8 mois versus 3,6 mois en moyenne pour le sunitinib. Et puis, chez ces patients, dans cette étude avec un suivi moyen de 42 mois, bien vous voyez qu'à 42 mois de suivi moyen, il y a encore 59% des patients qui ont encore une réponse à la double immunothérapie versus 35% des patients qui ont une réponse au sunitinib. Si on s'intéresse au groupe de bons pronostics, les détracteurs de cette double immunothérapie en première ligne vous diront que le sunitinib fait aussi bien. C'est vrai, mais vous voyez que les courbes de survie sont identiques entre sunitinib et niveau IPI. Nous n'avons certainement pas encore le recul suffisant pour pouvoir déterminer si la double immunothérapie fait mieux. En termes de toxicité, il y a pas photo. On dit souvent que c'est plus difficile à gérer les toxicités de la double immunothérapie, peut-être, mais quand on regarde les données brutes issues de cet essai, on constate que le nombre d'effets secondaires est bien inférieur chez les patients sous double immunothérapie par rapport aux patients sous sunitinib. Et quand on s'intéresse plus particulièrement aux effets secondaires de grade 3-4 par organe et en fonction du temps, eh bien, on constate que les patients qui sont sous double immunothérapie ont certes un peu plus d'effets secondaires 3-4 au début, lors des 4 premiers mois, mais qu'ensuite, ces patients qui sont sous nivolumab seul ont moins d'effets secondaires que les patients traités par sunitinib. Si on s'intéresse à la qualité de vie, on constate que sur les échelles de qualité de vie utilisées lors de cette étude, tous les facteurs sont en faveur du groupe niveau plus ipilimumab, et c'est très net. La qualité de vie est plutôt du côté de la double immunothérapie. Un autre argument pour cette double immunothérapie en première ligne, c'est l'intérêt chez les patients qui ont des caractéristiques tumorales très agressives, et particulièrement les patients atteints d'une composante sarcomatoïde. Vous savez qu'habituellement, ce sont des patients qui ont une espérance de vie inférieure aux autres. Eh bien, de façon paradoxale, avoir une composante sarcomatoïde, c'est presque une chance à l'ère de la double immunothérapie, puisque ces patients ont un taux de réponse complète supérieur. Vous voyez 18% de réponse complète quand on s'intéresse au sous-groupe de patients qui ont une composante sarcomatoïde dans leur tumeur primitive. Voici les courbes de survie. Vous voyez que les patients qui sont sous niveau IPI et qui ont une composante sarcomatoïde ont une survie globale bien supérieure aux patients sous sunitinib. Et ça, c'est encore un argument pour utiliser la double immunothérapie en première ligne chez des patients, même chez les patients qui ont des caractéristiques tumorales agressives. Alors, le rationnel pour la double immunothérapie en première ligne, eh bien, vous l'aurez compris, ce qui est vraiment très intéressant et ce qui ressort de cette double immunothérapie, c'est le taux de réponse complète qui atteint 10% chez ces patients. Et ça, ce n'était pas connu avant sous TKI seul. Il faut aussi préciser que cette double immunothérapie ne marche pas très bien en seconde ligne après TKI plus immunothérapie, et que donc il faudrait probablement la réserver aux premières lignes. Il y a d'autres arguments pour la double immunothérapie en première ligne, notamment la durée de réponse objective. On parle de ce plateau atteint chez les patients avec des réponses qui sont prolongées dans le temps. La probabilité d'avoir une réponse complète
et une augmentation de la survie n'est pas impactée par un arrêt transitoire du traitement. Et ça aussi, c'est très intéressant chez les patients sous immunothérapie. Le délai médian d'efficacité est plus court sous immunothérapie que chez les patients sous TKI. La toxicité est plus faible. Et puis aussi, il y a plusieurs études qui ont montré que le bénéfice entre le coût du traitement et le bénéfice en termes de survie, c'était quelque chose de tout à fait acceptable. Et ça a été bien étudié et bien démontré. Alors, si on reprend les questions, qu'attendent les patients d'un traitement? Eh bien, pour les immunothérapies en première ligne, une guérison, malheureusement, ça reste rare, mais c'est possible, 10 à 18% de rémission complète. Une augmentation de la survie globale, oui, c'est démontré. Ces traitements permettent une augmentation de la survie globale et c'est la première fois que des traitements montrent une augmentation de la survie globale chez les patients atteints d'un cancer du rein métastatique. Un profil de tolérance acceptable, probablement oui, en tout cas plus acceptable que les TKI. Et une amélioration de la qualité de vie. Ça reste à démontrer. Il n'a pas été mis en évidence que ces traitements amélioraient significativement la qualité de vie, mais en tous les cas, la qualité de vie est moins détériorée sous immunothérapie que sous TKI. Vous voyez que tout ceci conduit à proposer cette immunothérapie en première ligne dans le cancer du rein métastatique. Voici l'actualisation des recommandations du CCAFU. Et vous voyez que dans tous les groupes, l'immunothérapie apparaît comme le traitement de première intention. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je laisse Pierre essayer de défendre encore, si c'est possible, la place des TKI en première ligne chez les patients atteints d'un cancer du rein métastatique. À toi de jouer, Pierre. Faut que tu te déconnectes. Merci beaucoup, Pierre, de me passer le relais. Et merci au comité d'organisation d'avoir pu, au pied levé, organiser ce congrès en virtuel. Un sujet pas facile que de parler des TKI aujourd'hui à l'ère de l'immunothérapie dont tout le monde parle, mais tu verras qu'il y a encore de la place. Alors, voici mes liens d'intérêt. Alors, effectivement, ça n'a échappé à personne que depuis plusieurs années, la place des TKI comme traitement du cancer du rein métastatique se réduit nettement. En 2016, c'était le traitement de référence. On donnait des TKI chez les patients de pronostic bon et intermédiaire. Et en pratique, on le donnait également chez les patients de mauvais pronostic. Donc, tout le monde avait le droit à un TKI en première ligne en 2016. En 2018, Pierre nous l'a montré, la double immunothérapie est arrivée sur le marché et a fait reculer la place des TKI avec un positionnement uniquement en traitement de référence chez les patients de bon pronostic. Et ça va très vite dans le cancer du rein en ce moment. C'est pour ça que le CCAFU a fait une actualisation dès le début de l'année 2020, suite à la sortie des combos dont nous reparlerons, et ce qui a fait encore reculer la place des TKI seuls. On le retrouve uniquement en option chez les 3 groupes de patients. Donc, quelle place reste-t-il encore? Il y en a encore un petit peu. Alors, bien évidemment, la place de choix, c'est lorsqu'ils sont contre-indiqués, lorsqu'il y a une contre-indication au traitement par immunothérapie. Alors, les vraies contre-indications, en fait, il n'y en a qu'une seule, une vraie contre-indication, c'est l'allergie, ce qu'on retrouve dans le Vidal. Mais il est admis de tous qu'il faudra éviter un traitement par immunothérapie chez les patients qui ont des antécédents de maladies auto-immunes ou chez les patients transplantés. Mais je pense qu'il y a quand même encore une deuxième place pour les traitements par TKI en première ligne, et notamment chez des patients de bon pronostic. Pourquoi? Il y a un rationnel à ça, il y a un rationnel biologique. Il avait été montré dans l'étude eMotion 151 que dans le groupe de patients de bon pronostic, ils étaient caractérisés par une prédominance d'une signature angiogénique, et donc là où les anti-angiogéniques seraient particulièrement efficaces, et plus que l'immunothérapie. Et donc, ce n'est pas un hasard si, comme tu l'as montré, dans l'étude CheckMate 214, chez les patients de bon pronostic, le TKI faisait mieux en termes de taux de réponse et faisait mieux en termes de survie sans progression que la double immunothérapie. Ce qui a fait que le traitement par double immunothérapie, comme tu l'as dit, n'était valable que chez les patients de groupe intermédiaire et de mauvais pronostic. Et il faut quand même aussi voir que les résultats des études, c'est les études des TKI, par définition, avec un schéma dans une étude, et ce n'est pas vraiment la vraie vie. Et cette étude est particulièrement intéressante, celle de l'équipe de Heng, qui est sortie cette année dans The Oncologist, et qui évalue de façon rétrospective les patients, 1700 patients, qui ont eu du sunitinib en première ligne, et on s'aperçoit que les résultats sont bien meilleurs que dans les études, avec notamment des taux de réponse complète à 6%, ce qu'on avait rarement vu, et un taux de contrôle de la maladie à 80%,
Ça, c'est des taux qu'on ne retrouve pas avec une double immunothérapie. Et lorsque l'on regarde la survie globale, là aussi, on a des chiffres qu'on n'avait jamais vus jusqu'à présent, avec des 52 mois de survie globale, quand les études étaient aux alentours de 40 mois. Donc, en fait, il faut s'intéresser quand même au TKI dans la vraie vie. Pourquoi il y a des résultats différents? Sans doute grâce aux manipulations. On sait très bien manipuler les TKI. Ça fait très longtemps qu'on les utilise. On connaît leurs effets secondaires. On connaît la gestion de la tox. Et surtout, on a aussi aujourd'hui des schémas alternatifs, comme ça a été montré avec l'étude SURF, qui a évalué du sunitinib donné 2 semaines sur 3 au lieu de 4 semaines sur 6. Et là, cette étude a montré effectivement que le TKI en schéma alternatif faisait mieux qu'un schéma standard. Donc ça, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que ça montre qu'il y a sans doute effectivement une place encore pour les TKI en monothérapie chez certains patients. Le problème, c'est comment sélectionner ces patients. Bon candidat au TKI seul. Ben, c'est peut-être l'étude bionique qui va nous apporter des informations, qui va nous ouvrir une piste. Cette étude, on en a beaucoup parlé, pilotée par Yann Vanno. L'équipe de Yann Vanno avait mis en évidence 4 groupes de patients d'après une signature moléculaire, 2 groupes qui étaient plus répondeurs à de l'immunothérapie et 2 groupes qui étaient plus répondeurs au traitement anti-angiogénique, et notamment ce groupe 2 qui était très pro-angiogénique. Et il a comparé les résultats dans ce groupe particulièrement, c'est sur celui-ci qu'on va s'arrêter, d'un traitement par sunitinib seul ou alors d'une double immunothérapie. Et les résultats sont confirmés. Dans ce groupe 2, il y a un excellent taux de réponse avec 54% de réponse objective et une meilleure PFS lorsque l'on donne un TKI seul par rapport à une double immunothérapie. Donc l'intérêt, ça serait aujourd'hui d'avoir un marqueur biologique, une signature moléculaire qui permette de choisir un groupe de patients qui serait probablement très bon répondeur au TKI seul, et ce qui éviterait la lourdeur d'y rajouter de l'immunothérapie avec sa toxicité, mais aussi, ce dont on ne parle pas beaucoup, son coût financier. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas ces marqueurs, on n'a pas ce marquage biologique, et que la place des TKI aujourd'hui, dans le cancer du rein, elle est clairement en association avec l'immunothérapie. Mais les TKI sont toujours présents. Pourquoi? Parce qu'il y a un vrai rationnel biologique également à associer un TKI avec une immunothérapie. Le TKI, il va agir sur le système immunitaire et on va retrouver finalement un effet synergique à associer un TKI avec un anti-PD-1 ou un anti-PD-L1. Et ce n'est donc pas un hasard si dès 2009, 2 études ont montré un bénéfice d'une association TKI-immuno versus le traitement de référence qui était le sunitinib. Cette première étude, c'est l'étude Javelin 101 qui a évalué l'efficacité de l'association de l'avelumab avec l'axitinib. Alors vous voyez, on change d'anti-angiogénique, on était en première ligne sur le sunitinib et le pazopanib, et là on passe sur l'axitinib, molécule bien connue, qui était donnée en deuxième ligne, molécule très efficace. Et dans cette étude, on a pu voir une amélioration de la survie sans progression, et surtout ce qui est intéressant, des taux de réponse objectifs à 55%, des taux qu'on n'a pas du tout pu avoir avec une double immunothérapie. Dans cette étude, on a pu avoir l'AMM grâce à ces résultats, mais étant donné qu'il n'y avait pas encore de données sur la survie globale, le remboursement, pour l'instant, n'a pas été obtenu. La deuxième étude, c'est l'étude Keynote 426. Dans cette étude, il a été évalué l'efficacité de l'association du pembrolizumab, un anti-PD-1, avec de nouveau l'axitinib, en comparaison avec le traitement de référence, qui était toujours le sunitinib. Et là, ce qui est intéressant de remarquer, c'est des taux de réponse objectifs de 60% dans l'étude de départ, taux qu'on n'avait jamais vu jusqu'à présent avec des TKI ou avec de la double immunothérapie, une amélioration de la survie globale avec un hazard ratio à 0,53, ce qui est un excellent résultat, une amélioration de la PFS et une réduction du risque de décès de 47%. Grâce à cette étude, l'AMM a été obtenue et contre toute attente, un remboursement très vite obtenu dès le mois de mai de cette année. Et c'est donc pour ça que dans les recommandations AFU est venu se loger dans les 3 groupes pronostiques en traitement de référence, l'association du pembrolizumab et de l'axitinib en première ligne, que ce soit pour les bons, les groupes intermédiaires ou les mauvais pronostics. Ces données de l'étude Keynote 426 ont été actualisées à l'ASCO 2020 avec 23 mois de recul minimum. On observe que la tendance est toujours vérifiée. Il y a une amélioration de l'OS avec un hazard ratio qui diminue un petit peu, mais surtout ce qui est intéressant de remarquer, c'est la courbe. Les 2 courbes se séparent très tôt, dès le 2e mois, ce qui montre une efficacité très rapide de l'association TKI-immuno. Ça, c'est sans doute grâce à l'action du TKI qui agit beaucoup plus vite que l'immunothérapie. Et si on regarde la fin de la courbe, on commence à voir se dessiner le plateau qu'on aime bien voir avec les immunothérapies grâce à l'action du pembrolizumab. Et donc, grâce aux associations TKI-immuno, on a le bénéfice de chaque molécule. Ça se retrouve également dans la PFS. Et lorsque l'on regarde le contrôle de la maladie,
grâce à cette association, on a des taux qu'on n'obtient absolument pas avec les doubles immunothérapies, notamment 60% de réponses objectives et un contrôle de la maladie à plus de 80%. Quand on regarde le groupe de bon pronostic, toujours ce même fameux groupe de bon pronostic où les TKI sont particulièrement répondeurs, on obtient 11% de réponses complètes et c'était tout le challenge. On arrive à avoir aujourd'hui des taux de réponse complètes qui sont équivalents à ce que l'on retrouve dans la double immunothérapie. Et pour répondre donc à la question, est-ce qu'on peut guérir? Maintenant, avec un TKI présent, c'est probablement possible. Et avec des taux de réponse objective à 70%, là encore, des taux qu'on n'avait jamais vus jusqu'à présent. Et ça se vérifie également chez les patients de groupe intermédiaire et de mauvais pronostic. Et encore, là, comme vous pouvez voir, des courbes qui se séparent très tôt et qui montrent une efficacité très rapide et beaucoup plus rapide en tout cas qu'avec les doubles immunothérapies, avec encore des taux de réponse complète qui sont excellents à 8%. Le problème, c'est la toxicité, bien évidemment. On associe la toxicité de l'immunothérapie et d'un TKI. Pierre en a parlé. Finalement, la toxicité est tout à fait gérable, comparable à ce qu'on avait vu avec les TKI seuls. Il faudra faire attention aux hépatites ou pimbro. La dysphonie, elle est bien connue sous axitinib, mais elle ne pose en fait aucun problème en pratique quotidienne. Concernant la qualité de vie, et c'est ce qui est intéressant, puisque nos patients, si on ne peut pas les guérir, il faut au moins leur garder une qualité de vie. Cette association permet d'avoir une qualité de vie tout à fait tolérable et comparable à ce qu'on avait avec les TKI, en sachant qu'il y a une tendance à l'amélioration de l'état général des patients. Et ça, c'est probablement grâce à l'efficacité très rapide de cette association. Alors, est-ce qu'il y aura une place des TKI dans le futur? Est-ce que ça se confirme? Eh bien, oui, ça se confirme qu'il y aura toujours une place. Et ça a été montré lors du dernier ESMO avec cette étude Checkmate 9R qui a été présentée et qui évalue l'efficacité d'une autre association TKI immuno, c'est le nivolumab et le cabozantinib, deux molécules qui étaient jusqu'à présent utilisées en deuxième ligne, qu'on connaît bien, et qui ont été associées pour mettre en première ligne, comparées de nouveau au standard de l'époque, c'était le sunitinib. Et là également, les résultats sont positifs. Il y a une amélioration de la PFS, il y a une amélioration de la survie globale avec une réduction de 40% du risque de décès. Tous les marqueurs sont positifs. On a un meilleur taux de réponse, on a un meilleur délai de réponse, on a une meilleure durée de réponse et une meilleure qualité de vie pour le coup avec cette association nivolumab-cabozantinib. Donc tout laisse à penser que cette nouvelle association sera une des futures options de traitement prochainement. Alors est-ce que le TKI va rester en association et on n'arrête plus les associations? Et on le voit apparaître un nouveau TKI, de nouveau le cabozantinib, qui est associé cette fois-ci à ta double immunothérapie, Pierre, l'ipilimumab et nivolumab, et qui est comparé avec la référence. Et là, ça va être très intéressant d'avoir les résultats en termes de toxicité, mais surtout en termes d'efficacité. Donc, en conclusion, est-ce qu'il reste une place au TKI? Oui, il en reste une. Elle est clairement en association aujourd'hui avec l'immunothérapie, et ça, quel que soit le groupe pronostic. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a quand même peut-être une petite place encore pour les TKI seuls, bien sûr lorsqu'il y a une contre-indication aux immunothérapie, mais probablement chez certains patients de bon pronostic. Je vous remercie.